La lumière pâle du matin traverse les stores de la chambre 312 de l'hôpital Saint-Clair à 7. Judith Delcourt-Bertrand repose sous perfusion, le teint blême, les traits tirés. Une infection pulmonaire sévère l'a conduite d'urgence aux urgences quelques jours plus tôt. Si les médecins sont rassurants et parlent d'un rétablissement possible, le chemin de la guérison reste semé d'incertitudes. Allongée dans ce lit d'hôpital impersonnel, Judith lutte autant contre la douleur que contre l'immobilité. Pour une jeune femme aussi active qu'elle, ce ralentissement forcé ressemble à une punition. Chloé, sa mère, a passé la nuit sur le fauteuil pliant à ses côtés. Ses cheveux en bataille, son visage fatigué mais vigilant, trahi sur les nuits, sans sommeil. Judith dort encore quand Nor, infirmière et amie proche de la famille, entre dans la chambre avec son calme habituel. Elle s'approche de Chloé et lui murmure quelques mots rassurants. La température de Judith a baissé. Sa saturation remonte. De petits progrès, mais des signes encourageants. Un plateau repas arrive peu après, apporté par une aide soignante de garde. Rien ne sort de l'ordinaire. Une soupe tiède, une compote, un yaourt. Pourtant, un détail attire l'attention de Nor. Coincée sous la serviette, une enveloppe blanche anonyme sans cachet ni nom. Nor, d'abord surprise, la prend machinalement et la tend à Chloé. Celle-ci, pensant à un mot de soutien, l'ouvre rapidement, avant de blanchir en lisant son contenu. Sur le papier, une unique phrase écrite en lettres capitales à l'encre noire, au style dur et incliné. « Tu ne mérites pas de t'en sortir. Tu vas payer. » Et bien dire. Un frisson traverse Chloé de la tête aux pieds. Elle n'ose pas tout de suite montrer la lettre à Judith, mais la jeune femme, réveillée par le murmure de tension dans la pièce, comprend aussitôt que quelque chose ne va pas. D'une voix affaiblie, elle murmure « Qu'est-ce qu'il y a, maman ?» Le silence est pesant. Chloé hésite puis finit par lui tendre la lettre. Judith la lit, ses mains tremblent, ses yeux s'écarquillent. Son souffle devient court, saccadé. L'angoisse s'ajoute à l'infection, et ses signes vitaux s'emballent aussitôt. Nour appelle en urgence un médecin de garde. En quelques minutes, une équipe arrive pour administrer un sédatif léger et contrôler sa respiration. On réajuste le masque à oxygène. Judith retrouve peu à peu son calme, mais ses yeux restent figés, comme si elle venait de basculer dans un monde parallèle. La chambre d'hôpital, censée être un lieu de sécurité, est désormais un endroit où la menace a trouvé un passage. Les premières questions fusent. Qui a pu glisser cette lettre? Comment a-t-elle pu se retrouver sur le plateau dans une unité aussi surveillée? Chloé est envahie par la peur, mais aussi par la colère. Elle exige qu'on visionne les caméras de sécurité, qu'on identifie chaque personne ayant eu accès à cette chambre. Martin Constant, commandant de police, est prévenu en urgence. Judith, quant à elle, ne dit plus rien. Elle garde la lettre sur ses genoux, les doigts crispés sur le papier comme s'ils pouvaient exploser. Une foule de souvenirs se bouscule dans sa tête. A-t-elle blessé quelqu'un sans le savoir? Ce message est-il une vengeance? Une erreur? Une mauvaise blague de très mauvais goût? Elle ne sait plus quoi penser. Mais ce qu'elle sait avec certitude, c'est qu'elle ne se sent plus à l'abri, même entre ces murs blancs. Chloé, dépassée mais déterminée, prend une décision. Elle veut que Pierre, le père de Mani, et ancien policier au flair redoutable, viennent les aider. Elle sait que sa présence ne plaira pas à tout le monde, surtout à son fils, mais elle n'a plus le luxe de faire des choix de confort. Il s'agit de protéger Judith. Pierre accepte, à une seule condition, que Chloé le laisse agir sans accuser Mani, sans le mêler à cette affaire tant que rien ne prouve son implication. Il veut épargner son fils, même si celui-ci le rejette. Chloé accepte à contre-cœur car l'urgence prime. Elle espère simplement que cette alliance, aussi fragile soit-elle, pourra faire la différence. La journée se poursuit dans une atmosphère lourde. Dans les couloirs, les bobinades, les bruits familiers de l'hôpital, chariots roulants, portes battantes, appels au micro, semblent s'éloigner. Dans la chambre 312, l'heure est au repli. Nour reste auprès de Judith, veillant sur elle comme une sentinelle. Chloé tente de rassurer sa fille, mais elle sent au fond d'elle que quelque chose de grave se trame. Un mal invisible rôde dans les murs de l'hôpital. Et il a choisi Judith comme cible. La tension est palpable dès l'instant où Pierre franchit les portes de l'hôpital Saint-Clair. Il n'est pas venu par hasard, encore moins pour une visite de courtoisie. Son regard, sévère et concentré, scrute les couloirs, les moindres recoins, les visages familiers comme ceux qui ne devraient pas être là. L'ancien flic reconverti malgré lui en père en quête de rédemption sent que la menace est réelle. Il a connu des regards apeurés, des enquêtes troubles, des scénarios où chaque minute comptait. Et ce qu'il perçoit aujourd'hui chez Chloé, dans sa voix brisée et dans ses gestes nerveux, ne laisse aucun doute. Sa fille est en danger. Chloé l'attend dans le petit salon réservé aux proches. Elle est debout, les bras croisés, les yeux cernés. Quand elle le voit apparaître, son instinct la pousse à le serrer dans ses bras, mais elle se retient. Il y a encore trop de choses non dites entre eux. Elle ne sait pas vraiment si elle peut lui faire confiance.
Mais elle sait une chose. Judith doit être protégée. Et Pierre, malgré ses erreurs passées, reste un homme de terrain, un homme qui sait lire entre les lignes. Leur conversation est brève. Est brève, tendue, sans détour. « J'ai besoin de ton aide », murmure Chloé. « Je suis là, mais j'ai une condition », répond Pierre. « Laquelle ? Tu laisses Manny en dehors de ça. Je veux pas qu'il soit soupçonné. » Quoi qu'il ait pu dire ou faire, ce gosse est en souffrance. Un silence. Chloé soupire. Elle comprend. Manny déteste son père, le rejette, l'accuse de l'avoir abandonné. Leur relation est un champ de ruines. Mais elle sait aussi que Pierre n'a jamais cessé de vouloir le protéger. Elle accepte, à contre-cœur. Pendant ce temps, au rez-de-chaussée, Manny discute avec Nord. Il est tendu sur la défensive, le regard fuyant. Il vient d'apprendre que son père est là, à l'hôpital. Sa mâchoire se crispe. Il explose. « Qu'est-ce qu'il fout ici ?» Il croit qu'il va se faire pardonner avec une enquête. « Il m'a trahi, Nord. Il m'a vendu. » Nord tente de le calmer, de lui rappeler que l'enjeu, c'est Judith. Pas ses rancunes personnelles. Mais Manny ne veut rien entendre. Il claque la porte du local du personnel avant de disparaître dans les escaliers. Pierre, lui, commence son travail d'observation. Il revisite les lieux, parle au personnel de nuit, prend des notes. Il remarque des incohérences dans les témoignages. Un badge utilisé à des horaires inhabituels, une caméra de surveillance qui n'a pas enregistré, un plateau repas livré plus tôt que prévu. Des détails que personne ne lit encore ensemble, mais qui, pour un enquêteur aguerri, sont autant de signaux faibles. Judith, toujours alitée, reste silencieuse. Elle n'a pas voulu parler à Pierre lorsqu'il a proposé de la voir. Ce n'est pas de la haine, ni de la défiance, mais une fatigue immense. Elle est épuisée, physiquement et moralement. Pourtant, en voyant Chloé et Nord discuter à voix basse avec Martin dans le couloir, elle comprend que les choses s'accélèrent. Elle n'est plus seulement une patiente, elle est devenue une cible. Dans l'après-midi, Martin interroge à nouveau le personnel ayant eu accès au service de pneumologie. Rien ne ressort de compromettant, mais tous n'ont pas encore été vérifiés. Une aide-soignante manque à l'appel, officiellement en congé maladie depuis 2 jours. Son nom, Elsa Grandier. Il le note mentalement sans savoir encore à quel point ce nom va bientôt tout changer. Victor, quant à lui, est au Poney Club avec Nina. Ils observent un jeune poulain, les sabots encore hésitants, s'aventurer hors de l'enclos. Un moment de douceur. Victor évoque alors Lola, sa fille est disparue, avec une rare émotion. Il parle à Nina de la fragilité de la vie, de l'importance de protéger ceux qu'on aime. Ces paroles résonneront plus tard, lorsque Nina questionnera son père sur le danger que court Judith. Victor comprendra alors que ce qui se joue à l'hôpital est plus grave qu'il ne l'avait imaginé. Le soir tombe. Chloé, de retour auprès de Judith, lui tient la main. Elle tente de lui redonner un peu d'espoir, de courage. Judith la regarde avec reconnaissance. Elle sent que quelque chose de profond se joue autour d'elle. Elle n'a pas encore les clés, mais elle sent que le danger n'est pas une illusion. Il est là, tout près, dans l'ombre. Dans sa chambre d'hôtel modeste, Pierre relit ses notes. Il trace un premier schéma. Les horaires, les passages, les incohérences. Il remarque une chose. La lettre a été déposée à un moment où il n'y avait qu'un seul changement d'équipe. Une faille, peut-être. Il sait qu'il est sur la bonne piste. Mais il ignore encore que celui ou celle qu'il cherche a déjà prévu le prochain coup. Et Judith, plongée dans un sommeil agité, murmure un prénom dans un demi-soupir. Un prénom qu'elle croyait avoir oublié, Elsa. La nuit est tombée sur 7, mais dans la chambre 312, le sommeil ne vient pas. Judith, les yeux ouverts dans le noir, scrute le plafond blafard et les ombres mouvantes sur les murs. Chaque grincement de chariot, chaque pas dans le couloir devient une menace potentielle. La peur s'est infiltrée dans chaque recoin de son esprit, mais aussi de cet hôpital qui lui semblait encore, il y a quelques jours, un lieu rassurant. Elle ne sait plus si elle guérit ou si elle survit, et dans ce silence pesant, elle sent qu'une présence rôde. À 2h17 du matin, une infirmière de garde effectue sa ronde. Rien d'anormal, à première vue. Mais quand elle jette un œil dans la chambre de Judith, elle remarque un détail curieux. Le store de la fenêtre est légèrement relevé. Elle le rabaisse machinalement sans alerter personne, pensant à une maladresse de ménage ou un courant d'air. Pourtant, au petit matin, Nord, venu prendre son service, remarque aussitôt quelque chose d'alarmant. La photo de Judith posée sur la table de chevet représentant un moment heureux entre elle, Chloé et Alex a disparu. Le cœur battant, Nord vérifie les tiroirs, l'étagère, le sol, rien. Judith est éveillée, les traits tirés mais ne semble pas surprise. « Elle est partie, n'est-ce pas ?» dit-elle, d'une voix presque détachée. Nord tente de minimiser, mais Judith sent que quelque chose de grave se trame. Cette photo, elle y tenait. Et son absence, silencieuse et nette, ressemble à un second message, plus intime encore que la première lettre. Quelqu'un est entré dans sa chambre pendant la nuit, quelqu'un a osé franchir le seuil, sans bruit, sans violence, mais avec une intention claire, l'effrayer. Alertée, Chloé arrive en urgence.
Elle contient mal sa panique. Elle sait désormais que le danger n'est plus une supposition. Il est réel, et il avance dans l'ombre. Elle exige de Martin une action immédiate. Le commandant, aussi inquiet qu'elle, décide d'installer un dispositif discret de surveillance autour de la chambre, une caméra cachée, un policier en civil dans le couloir, un contrôle renforcé des accès aux étages. Mais il sait que le coupable a de l'avance. Il agit avec méthode, patience et une parfaite connaissance des lieux. Pierre, de son côté, poursuit son enquête officieuse. Il découvre un fait troublant. Elsa Grandier, ancienne amie de Judith, a travaillé récemment comme aide-soignante en intérim à l'hôpital. Or, depuis 2 jours, elle est absente sans justification claire. Le nom déclenche en lui un déclic. Il se souvient de l'avoir entendue brièvement dans les souvenirs de Judith. Une amitié ancienne terminée abruptement. Il fouille plus loin et découvre que plusieurs collègues se souviennent d'Elsa comme d'une femme étrange, solitaire, parfois envahissante. Pendant ce temps, Judith tente de rassembler ses souvenirs. À mesure que les indices s'accumulent, une silhouette se dessine dans sa mémoire. Elsa. Ce prénom revient, comme un murmure. Une époque où elles étaient proches, trop proches peut-être. Une époque de lycée, faite de confidences, de jalousie, de rivalités sourdes. Judith se rappelle d'un jour en particulier, une dispute violente, brutale, où Elsa l'avait menacée en pleurant. Puis plus rien, un silence de plusieurs années. Mais la rancune, elle, semble avoir survécu. Chloé, épuisée, tente d'épauler sa fille. Mais elle aussi est sur le fil. Le stress, la peur, l'incompréhension rongent ses forces. Elle confie à Nor, en larmes, qu'elle n'en peut plus de vivre dans cette peur permanente pour ses enfants. Nor la prend dans ses bras. On va la sauver, comme toujours. Mani, longtemps restée en retrait, commence à s'impliquer. Son regard sur la situation change. Il voit sa sœur brisée, vulnérable. Et même s'il garde une rancune brûlante contre Pierre, il ne peut rester indifférent. Il aide Noor à vérifier les badges du personnel, à comparer les horaires. Il remarque qu'un badge a été utilisé la veille à 2h11 du matin, soit quelques minutes avant que l'infirmière ne remarque le store ouvert. Le badge appartient à Elsa Grandier, et il a été désactivé dans la foulée. Quelqu'un a voulu effacer ses traces. Martin, informé, donne l'ordre de perquisitionner le logement d'Elsa. Mais elle n'y est plus. Son téléphone est scoopé, elle a disparu. Le soir, dans le silence de sa chambre, elle se sent épiée. Comme si 2 yeux, quelque part, l'observaient encore. Et dans un coin obscur du parking de l'hôpital, une voiture sombre, égarée depuis plusieurs heures. À l'intérieur, une femme, capuche sur la tête, tient un carnet dans lequel elle griffonne. Sur la dernière page, on peut lire, en lettres capitales, « Bientôt, elle sera seule, et elle comprendra. » L'agitation est à son comble dans les couloirs de l'hôpital Saint-Clair. Le personnel a reçu l'ordre de redoubler de vigilance et les visages, d'ordinaire détendus et avenants, sont désormais marqués par la nervosité. Des agents en civil se mêlent aux blouses blanches, des caméras sont discrètement installées. Chaque mouvement est scruté, chaque badge scanné est enregistré. L'hôpital n'est plus simplement un lieu de soins, il est devenu le centre d'une chasse à l'homme, ou plutôt à la femme. Elsa Grandier est désormais la suspecte numéro 1. Disparue depuis 2 jours, elle reste injoignable, comme évaporée. Mais l'enquête avance. Les enquêteurs, dirigés par Martin, ont perquisitionné son studio. Là, dans une chambre, à peine meublée, ils trouvent un véritable hôtel consacré à Judith. Des coupures de presse plastifiées, des photos récentes prises à la dérobée, certaines devant la ferme, d'autres au supermarché ou encore à la plage, des annotations griffonnées en rouge et surtout plusieurs brouillons de lettres similaires à celles retrouvées sur le plateau repas. Parmi les documents, une carte d'accès à l'hôpital falsifiée portant un faux nom et un plan de l'établissement où la chambre 312 est entourée en rouge. Sur le mur, une citation inquiétante. Elle doit comprendre ce que c'est que d'être invisible. Pour Martin et ses équipes, il n'y a plus de doute. Elsa n'a pas agi sur un coup de tête. Elle a préparé son retour dans la vie de Judith comme une vengeance froide et organisée. Le mobile semble être la rancune pure, nourrie par des années de silence et d'humiliation perçue. Dans la chambre 312, Chloé lit les rapports que Martin lui a apportés. Elle est bouleversée. Comment une simple ancienne camarade de lycée peut-elle nourrir une telle haine? Elle se tourne vers sa fille, toujours faible mais lucide, et lui demande, presque en chuchotant, « Judith, qu'est-ce qu'il s'est passé entre vous, à l'époque ?» Judith se tait quelques secondes, visiblement mal à l'aise. Puis elle murmure, « On était amis, très proches, trop. » Peut-être. Elle était obsessionnelle. Quand j'ai commencé à prendre mes distances, elle a mal réagi. Elle disait que je l'abandonnais, qu'elle n'existait que par moi. Un jour, elle a crié dans le hall du lycée que j'étais une traîtresse. J'ai eu honte. J'ai tout fait pour l'éviter après. Et puis, je l'ai oubliée. Chloé comprend. Elsa, elle, n'a jamais tourné la page.
Pendant ce temps, Pierre analyse à nouveau les flux de circulation dans l'hôpital. Il remarque que le badge d'Elsa a été désactivé à un moment stratégique, peu après la disparition de la photo de Judith. Autrement dit, elle a continué à accéder au lieu même après avoir quitté officiellement son poste. Le timing est précis, presque militaire. Elsa connaissait les habitudes du service, savait quel couloir était un peu surveillé. Elle a su se glisser dans les interstices du système. Manny, toujours méfiant envers Pierre, a fini néanmoins par reconnaître son efficacité. Il lui confie une découverte faite avec Nord. Dans le local de stockage des blouses, un casier a été forcé et une blouse d'aide-soignante manque à l'appel. L'idée est terrifiante. Elsa pourrait revenir à tout moment, déguisée, invisible au milieu des autres. Chloé ordonne qu'on ne laisse plus Judith seule, même quelques minutes. La tension atteint son apogée lorsqu'un agent de sécurité repère un véhicule suspect garé depuis plusieurs heures sur le parking souterrain. À l'intérieur, un sweat noir, des jumelles, une bouteille d'eau à moitié vide, mais pas de trace d'Elsa. Elle était là. Elle les observe encore. Elle attend. Nour, effrayée mais courageuse, reste auprès de Judith, tandis que Martin met l'hôpital en état d'alerte maximale. Les issues sont sécurisées. Les photos d'Elsa circulent en interne. Mais personne ne sait à quoi elle ressemble aujourd'hui. Elle a pu changer, se couper les cheveux, se grimer. Elle pourrait être n'importe qui. Judith, quant à elle, sent que quelque chose approche. Comme une intuition viscérale. Elle ne le dit pas à voix haute de peur d'inquiéter davantage, mais elle sent que le moment décisif est proche. Elle dort peu, les yeux grands ouverts la nuit, le souffle encore court malgré les traitements. La fièvre est tombée, mais l'anxiété ne la lâche plus. Et puis un soir, dans un coin reculé de l'hôpital, une caméra capte une silhouette floue qui entre par une porte de service désactivée électroniquement. L'heure est tardive. Le service de pneumologie est calme. Trop calme. Dans son lit, Judith, somnolente, entend un bruit au loquet. Son cœur s'accélère, sa main glisse sous la couverture, cherchant la sonnette d'alerte. Mais la porte s'ouvre, lentement. Une femme entre. Judith reconnaît son regard immédiatement. La porte de la chambre 312 s'ouvre avec une lenteur glaçante. Une silhouette féminine se dessine dans la pénombre. Judith, semi-allongée dans son lit, se fige. Son souffle, déjà difficile, devient rauque. Elle n'a aucun doute, c'est elle. Elle s'agrandit. L'ombre de son passé, devenue une menace bien réelle. Le silence est tel que l'on pourrait entendre battre son cœur affolé. Pas un cri, pas un mot. Judith est paralysée. Elsa avance d'un pas lent, presque cérémonial, refermant la porte derrière elle. Elle porte un sweat noir, une capuche dissimulant partiellement son visage, et dans ses mains, gantées, rien de visible. Mais ce qui est le plus menaçant chez elle, c'est son regard. Fixe, intense, chargé d'émotions contradictoires. Colère, tristesse, frustration et une douleur vive, ancrée profondément. « Tu ne dors pas », chuchote-t-elle. Judith ne répond pas. Sa gorge est trop sèche. Elle aurait pu appuyer sur la sonnette d'alarme, hurler, alerter Noor qui n'est pas loin. Mais elle reste figée, comme dans un cauchemar éveillé. Elsa tire une chaise et s'assoit, tout simplement. Comme si elles étaient deux amies d'enfance se retrouvant après des années. Mais l'ambiance est tout sauf amicale. « Tu sais que je t'ai attendu ?» reprend Elsa. « Pourquoi ?» réussit enfin. Enfin, a murmuré Judith. « Parce que tu es la seule personne qui m'ait fait croire que j'existais. Et la seule qui m'ait fait disparaître. » Judith déglutit difficilement. Elle sent que chaque mot d'Elsa est une lame émotive. Cette femme n'est pas seulement en colère, elle est brisée. Et elle veut que sa douleur soit entendue, comprise. Pas par le monde entier, juste par elle. Elsa poursuit, d'une voix étonnamment douce, presque maternelle. « Tu étais mon modèle, mon phare, et puis tu m'as laissé, tu t'es éloigné, tu m'as humilié devant tout le monde. J'étais la folle, la collante, la bizarre, mais tu ne t'es jamais demandé pourquoi j'étais comme ça. Je ne savais pas, souffle Judith. Je ne savais pas que tu souffrais à ce point. Bien sûr que non. Personne ne le savait, personne ne voyait. Et toi, tu as préféré m'oublier, grandir sans moi. Et maintenant, regarde, tu as une belle vie, une famille, des gens qui t'aiment. Et moi, j'ai un studio vide et ton visage dans ma tête. Jour et nuit, Elsa se lève lentement, fait le tour du lit. Judith la suit du regard, crispée, guettant un geste brusque, une main qui glisserait dans une poche. Mais Elsa reste calme. Elle n'a pas d'arme. Elle n'est pas venue tuer. Elle est venue parler. Forcer Judith à écouter ce qu'elle avait tenté d'oublier. Tu m'as effacé, et j'ai voulu t'effacer moi aussi. Pas te tuer, juste te faire peur, te rappeler que j'existe, que j'ai compté moi aussi. Judith ferme les yeux. Une larme coule sur sa joue. Pas par peur, mais parce qu'elle comprend. Trop tard peut-être, mais elle comprend. « Tu comptes toujours », murmure-t-elle. Un silence lourd s'installe. Puis, une voix, de l'extérieur, rompt l'instant suspendu. « Judith, c'est Nour, je peux entrer ?» Elsa se fige. Judith garde les yeux rivés sur elle. « Reste calme », murmure Judith. « Dis-lui d'entrer, par pitié. »
Elsa hésite. Puis comme si un poids énorme venait de tomber de ses épaules, elle souffle « Je voulais juste que tu me vois, une dernière fois ». Et elle recule lentement, jusqu'à la porte. Quand Nor entre, Elsa est toujours là. Elle lève lentement les mains, paumes ouvertes, sans résistance. Nor, surprise, comprend immédiatement. Elle appuie sur l'alarme d'urgence. En moins de 30 secondes, Martin, Nordine et 2 agents en civil surgissent. Elsa ne bouge pas. Elle est maîtrisée sans difficulté. Et dans un calme presque surréaliste, elle dit simplement « C'est fini ». Judith, allongée, regarde la scène, abasourdie. L'adrénaline la quitte d'un coup, la laissant vide. Chloé accourt quelques instants plus tard, bouleversée. Elle serre sa fille contre elle, pleure, embrasse son front. Mais Judith, encore choquée, ne réagit pas. Martin rassure tout le monde. Elsa est désormais entre leurs mains. Elle sera examinée psychologiquement, puis mise en détention. L'enquête pourra suivre son cours. Mais dans la chambre 312, le silence reprend sa place. Un silence lourd. Pas celui de la peur, celui de l'après. Les jours qui suivent l'arrestation d'Elsa Grandier sont à la fois d'un calme étrange et d'une intensité émotionnelle profonde. L'hôpital Saint-Clair tente de reprendre son rythme habituel, mais quelque chose a changé. Le personnel, les patients, même les couloirs semblent encore imprégnés du drame qui s'est noué entre ces murs. La chambre 312, elle, reste sous surveillance renforcée. Mais Judith commence à retrouver un peu de repos. Le cauchemar est terminé, du moins en apparence. Martin fait un point régulier avec Chloé. L'enquête confirme qu'Elsa a tout planifié seule, sans complice. Elle souffre de troubles psychologiques anciens, jamais diagnostiqués. Son obsession pour Judith avait ressurgi après un séjour dans sa ville natale, où elle était tombée par hasard sur une interview de Judith parlant de son travail à la ferme. Ce fut l'élément déclencheur. Elsa avait alors décidé de corriger le passé. Une construction mentale tragique, nourrie par l'isolement, les non-dits et la douleur jamais exprimée. Judith, désormais hors de danger médical immédiat, commence sa convalescence. Sa respiration est plus stable, sa fièvre a disparu. Mais intérieurement, elle reste marquée. Ce n'est pas seulement la peur d'avoir été attaquée. C'est la prise de conscience brutale que son passé, aussi lointain soit-il, peut ressurgir sans prévenir. Qu'un geste, un mot oublié, peut se transformer en cicatrice pour quelqu'un d'autre. Chloé ne quitte plus sa fille. Elle l'enveloppe d'une tendresse infinie, mêlée de regrets. Elle se reproche de ne pas avoir vu plus tôt les signes, de ne pas avoir protégé Judith davantage. Mais Judith la rassure, du mieux qu'elle peut. Elle sait que sa mère a tout fait pour elle, et qu'au fond, personne n'aurait pu prévoir la descente aux enfers d'Elsa. Pierre passe discrètement chaque jour. Il ne dit pas grand-chose, mais son regard posé sur Judith est celui d'un homme qui a vu la mort passer de près. Il lui apporte parfois un petit carnet de mots croisés, un jus de fruits, une fleur cueillie. Des gestes simples, modestes, mais qui disent beaucoup. Judith ne lui en veut plus. Elle a compris, à travers tout cela, que malgré ses fautes, Pierre reste un homme de cœur, et qu'il a risqué gros pour l'aider. Mani, quant à lui, revient un soir, sans prévenir. Il entre dans la chambre, les mains dans les poches, le regard fuyant. Judith l'accueille d'un sourire fatigué. Il s'approche, hésite, puis s'assoit près du lit. « Je suis désolé de ne pas avoir été là plus tôt », dit-il, la voix cassée. « T'es là maintenant », répond Judith. « C'est tout ce qui compte. » Il reste là en silence. Le lien brisé depuis longtemps commence peut-être à se retisser. Nour, fidèle au poste, continue de veiller sur Judith. Mais elle la pousse aussi à avancer. Elle lui parle de reprises, de projets, de sorties au soleil quand elle ira mieux. Elle lui propose même un week-end à la campagne dès que sa santé le permettra. Judith sourit, timidement. L'idée d'un renouveau, d'un souffle nouveau, prend forme doucement dans son esprit. Victor passe avec Nina. La petite fille apporte un dessin, un cheval et un arc-en-ciel, avec écrit en grosses lettres « Pour que tu guérisses très fort ». Judith le prend avec émotion, les larmes aux yeux. Victor, lui, parle peu. Il pose sa main sur l'épaule de Chloé et dit simplement « On a eu peur, mais elle est toujours là, et elle est forte ». La sortie de l'hôpital est prévue pour le début de semaine suivante. Les médecins estiment que Judith peut poursuivre sa convalescence à domicile. Chloé prépare son retour avec soin, transformant sa chambre en cocon de douceur. Tout est pensé pour qu'elle se sente protégée, rassurée. Le jour de sa sortie, un petit groupe l'attend devant les portes. Chloé, Pierre, Noor, Victor, Mani et même Nordine venus en civil. Judith sort en fauteuil roulant, lunettes de soleil sur le nez, écharpe autour du cou. Elle s'arrête un instant, lève les yeux vers le ciel bleu de Sète, ferme les paupières et respire à plein poumon. L'air est doux, il n'a jamais été aussi bon. « Tu veux qu'on rentre ?» demande Chloé. « Pas encore, juste laisse-moi 5 minutes » souffle Judith. Elle reste là, à sentir le vent sur son visage, à écouter le chant des mouettes. Tout paraît simple et pourtant tellement précieux. Un peu plus tard, dans la voiture, Judith pose une dernière question à sa mère. « Tu crois que ça va me hanter longtemps ?» Chloé réfléchit, puis répond doucement. « Peut-être, mais tu as le droit d'avoir peur, et le droit d'avancer quand même.
Judith hoche la tête. Le cauchemar est terminé. Mais son écho résonnera encore. Et pourtant, au fond d'elle, elle sait qu'elle est plus forte qu'avant. Elle a traversé l'obscurité. Et devant elle, il y a de nouveau la lumière. Avec cet épisode haletant de Demain nous appartient, la série frappe un grand coup. En exposant la fragilité humaine face au traumatisme du passé, elle explore brillamment les zones d'ombre de l'âme, les conséquences du silence et le pouvoir de la mémoire refoulée. L'intrigue autour de Judith, magistralement interprétée par Alice Varela, dépasse le simple thriller hospitalier pour devenir une réflexion poignante sur la reconstruction après le choc. La force de cet arc narratif réside autant dans l'intensité dramatique que dans la justesse émotionnelle. Chloé, Noor, Pierre, Massit, Hermione et les autres personnages offrent une palette d'émotions riches, où chaque regard, chaque geste devient porteur de sens. Le traitement subtil de la détresse psychologique d'Elsa évite les clichés et donne à ce personnage une densité troublante. Judith sort vivante, certes blessée, mais grandie. Comme un symbole de résilience, elle nous rappelle qu'il est toujours possible de se relever, même quand l'angoisse semble plus forte que la raison. Et à 7, la vie reprend, avec ses douleurs, ses silences, mais aussi ses promesses. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Votre soutien compte énormément pour nous. Si vous avez aimé cette analyse de Demain nous appartient et les rebondissements autour de Judith, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Vous avez une théorie sur la suite de l'intrigue, une réaction à partager? Laissez-nous un commentaire ci-dessous, on lit tout avec attention et on adore échanger avec vous. On revient très bientôt avec de nouvelles vidéos exclusives, des résumés complets, des spoilers et des révélations sur vos séries préférées. Alors restez connectés et à très vite.